Le sujet de notre panel est sur les enjeux de la décarbonisation de la filière agroalimentaire. Réaliste ou utopique, à quelque part, je vais demander à chacun des panélistes un petit peu leur avis sur les différents éléments qu'on devrait considérer, puis essayer d'amener un débat, une animation autour de cette approche-là. Donc, je demanderais en premier lieu à chacun de se présenter, 1 ou 2 minutes, de dire un peu son profil, qui on est, puis après, on va partir la discussion. Nancy? Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Nancy Rossi. Je suis chercheuse au GERIC. Le GERIC est le groupe d'études en relations internationales du Québec. C'est un groupe d'études de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Je m'intéresse au secteur agroalimentaire dans le contexte entre le protectionnisme et le libre-échange. Je m'intéresse également à l'agroalimentaire pour des raisons personnelles. Je représente la 4e génération de femmes à gérer des oliveraies, donc production d'huile d'olive extra vierge en Italie. Donc, voici ma passion de l'agroalimentaire. Je suis tombée dans l'huile quand j'étais très jeune. Merci, Jean. Merci. Mario? Alors, mon nom est Mario Detty. Je suis directeur général de IDETR, organisme de développement économique pour la ville de Trois-Rivières, dans le monde du développement économique depuis 1983, donc pour les amateurs de détails depuis 42 ans, responsable du développement économique un peu partout au Québec, et aussi cofondateur de la zone d'innovation qu'on appelle chez nous la vallée de la transition énergétique. 3 villes en font partie. La première étant Bécancour, dépositaire de la filière dite batterie, où vous avez vu les milliards d'investissements déferler au cours des derniers mois. Shawinigan, qui sera dépositaire de la filière haute électrification des transports. Et la nôtre, Trois-Rivières, la plus belle à mon goût, la filière liée à la décarbonation, développement durable et bioéconomie. Alors, merci d'être ici aujourd'hui. Bonjour, Sébastien Gariepi, président du groupe Inspire. En fait, nous sommes des développeurs immobiliers dont la mission est de créer des communautés durables. Donc, ça fait maintenant 18 ans qu'on est dans le développement immobilier. Depuis quelques années, c'est super important pour nous d'être proactifs en termes de décarbonation, développement durable. C'est ce qui nous amène à développer des stratégies, mettre en place des procédés pour être responsables dans notre développement immobilier. Nous avons également, ici sur le territoire de Trois-Rivières, un projet fort dans lequel on crée un écosystème agroalimentaire. Donc, on a mis sur pied un écosystème pour favoriser le succès des entreprises agroalimentaires et ainsi avoir un impact sur l'autonomie alimentaire du Québec. Donc, ça me fera plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. J'espère que vous avez eu un bon repas. Chers collègues, bon après-midi aussi. Je suis ici avec 2 chapeaux. Sabin Boily, je suis PDG d'une société qui s'appelle H2SX dans le domaine de l'hydrogène. Et pas n'importe quel hydrogène. J'ai dit ce matin qu'il y avait plusieurs sortes d'hydrogène et on en parlera tout à l'heure. Mais surtout un 2e chapeau, qui est celui-là de conseiller spécial d'un projet qu'on appelle le projet Atlas au Syntec agroalimentaire du cégep de Saint-Hyacinthe. Merci. Peut-être je commencerai à vous donner un petit, peut-être 5-10 minutes chacun sur la thématique qui est abordée, le petit résumé. Qu'est-ce que ça vous dit? Quels sont les éléments que vous trouvez importants en ouverture, qu'on devrait discuter, qu'on devrait débattre pour échanger ensemble? À toi? Alors, quels sont les enjeux de la décarbonisation de la filière agroalimentaire? Il y en a plusieurs. Celui qui me parle le plus et celui où j'ai fait plus de recherches, c'est les chaînes d'approvisionnement. Il faut comprendre que les chaînes d'approvisionnement font partie de tout l'écosystème du commerce international. Et quand on parle de commerce international, surtout pour la filière agroalimentaire, il faut comprendre qu'il y a 2 grandes positions, 2 grandes écoles de pensée. D'un côté, le protectionnisme, de l'autre côté, le libre-échange. Alors, la question est la suivante. Pourquoi aller acheter des produits agroalimentaires d'ailleurs, quand on pourrait, dans certains cas, parce que bien évidemment, le climat du Québec ne permet pas d'avoir tout pendant toute l'année, pourquoi aller l'acheter ailleurs? Le protectionnisme, l'histoire et la littérature scientifique nous dit qu'à la longue n'est pas la bonne option.
parce qu'elle apporte, par exemple, à la corruption, ou peut avoir des effets comme, par exemple, une spirale protectionniste. Selon la littérature toujours, les accords de libre-échange, donc des marchés de libre-échange, est une meilleure solution par rapport au protectionnisme. Comprenez bien que je ne dis pas que les accords de libre-échange, c'est la solution, mais entre les deux, c'est le moins pire. Alors, je laisse les autres sur ce débat parce que je sais qu'on n'a pas tous la même vision, mais... On est proche. On est a commencé proche. à en discuter tantôt. Ouais. Vas-y, Mario. Rapidement, on sait que la principale source des gaz à effet de serre, donc responsables des changements climatiques, sont liés au transport. Transport des individus, transport des marchandises et transport des denrées que nous allons consommer. On estime, dépendamment des études ou qui font les études, entre 60 et 70 de ces émissions de gaz à effet de serre. L'agroalimentaire au Québec, donc si on revient à notre microcosme québécois, est en tant qu'activité agroalimentaire et agriculture, le plus gros consommateur d'énergie au Québec. Bien avant les aciéries, bien avant les grandes entreprises qui, par site, par usine, consomment des grandes quantités d'énergie. Mais pris sur l'ensemble du territoire, l'agroalimentaire est un très gros consommateur. La grosse différence des grandes aciéries, c'est que cette consommation est répartie sur un nombre incalculable de petites entreprises. Donc, pour l'Hydro-Québec, qui est, vous savez, un monopole au Québec sur la production d'électricité, la gestion de ces comptes individuels est beaucoup plus lourde que lorsqu'on parle de la transformation métallique. Les bioressources, la bioéconomie peuvent représenter différents éléments extrêmement intéressants pour l'extracteur agroalimentaire. Entre autres, la production de biocarburants, de bioénergie, la méthanisation et ainsi de suite. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend l'ensemble de l'Europe, le gouvernement français vient d'émettre une étude, elle est en lien en ce moment, vous pouvez la retrouver, où on estime que le secteur de la bioéconomie pour l'Europe de l'Ouest représente 1,9 million d'employés. Donc, c'est un énorme employeur. Et de ce 1,9 million d'employés, il génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 300 milliards d'euros sur une base annuelle. Mais statistique encore plus intéressante, lorsqu'on regarde la bioéconomie de plus proche, liée au secteur alimentaire et forestier, actuellement, 10 des intrants dits chimiques ou des matériaux, des biomatériaux, sont issus de la biomasse, qu'elle soit agricole ou forestière. Et, si on pousse plus loin, 60 des énergies renouvelables sont issues de la biomasse en Europe. 60 Donc, ce n'est plus un fait anecdotique. On se retrouve face à véritablement des impératifs d'ordre environnementaux, une solution qui semble permanente pour les changements climatiques, mais surtout, comment on fait pour rationaliser cette biomasse, cette abondante biomasse, ici au Canada, ici en Amérique du Nord. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important. De mon côté, je vais bien évidemment parler d'immobilier parce que c'est ce que je connais. Toutes les entreprises, qu'elles soient agroalimentaires ou d'un autre secteur, doivent généralement loger dans un bâtiment, exploiter leurs opérations dans un bâtiment, donc l'immobilier partout. Ce que je comprends comme étant un enjeu important de la décarbonation de la filière agroalimentaire réside justement dans l'immobilier. Quand on parle d'immobilier, il y a deux volets. Il y a le volet opérationnel, donc opérer le bâtiment. Il y a un coût sur les GES. Donc, par exemple, si on chauffe le bâtiment au gaz, bien évidemment, on émet des gaz à effet de serre. Mais il y a également tout ce qui est le carbone intrinsèque. Donc, quand on bâtit un immeuble, les matériaux qui le composent ont une trace environnementale, ont un bilan carbone. Et puis l'objectif, bien évidemment, c'est de diminuer cette empreinte carbone-là. Donc, l'enjeu se situe à la fois dans les opérations du bâtiment et à la fois dans le fait que le bâtiment en soi contient un carbone intrinsèque. Pourquoi c'est un enjeu? Bien évidemment, la filière agroalimentaire, on le sait tous, ont généralement des marges d'opération assez faibles. Donc, ils n'ont pas nécessairement énormément de ressources pour moderniser leurs opérations, moderniser leur bâtiment.
Donc, ça devient un enjeu à proprement dit, puisque faire de la décarbonation dans un bâtiment, ça a un coût. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Une des solutions qu'on entrevoit puis qu'on réalise dans le projet District Lupel ici à Trois-Rivières, c'est de mutualiser au maximum des ressources. Donc, par exemple, on a une entreprise qui fait une production qui produit énormément de chaleur excédentaire, bien, on la réutilise pour chauffer le reste du bâtiment au lieu de l'évacuer à l'extérieur. Après ça, dans l'installation d'une entreprise, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit toujours construire un bâtiment neuf ou faire comme on a fait et réutiliser une friche existante? Bien évidemment, on réduit significativement le bilan carbone en réutilisant une friche existante. Et même, on peut aller plus loin. Quand on fait des travaux d'amélioration ou de rénovation, pourquoi ne pas réutiliser des matériaux? Chose qu'on fait. C'est plus complexe opérationnellement, mais ça vient avoir un impact significatif sur le bilan carbone. Fait que, grossièrement, c'est un peu les enjeux qu'on voit dans l'immobilier pour la filière agroalimentaire. Pour ma part, que je me préparais ce week-end, cette fin de semaine, pardon, à cette question-là, je me disais, je serais vraiment déçu si on ne parle pas d'innovation. Parce qu'évidemment, si on veut décarboner la filière agroalimentaire, il va falloir parler d'innovation à un moment donné. Mais je serais aussi très déçu, puis je vais reprendre les mots de Rémi Crayon, notre scientifique en chef, si on ne parlerait pas d'intersectorialité. Et pour moi, l'intersectorialité, oui, c'est la chimie, la physique, la ci, la ça, mais c'est aussi l'agriculture, l'agroalimentaire et les changements climatiques. Et les collègues en parlaient un peu. Mais quand je vous écoutais et quand j'écoutais Hervé Fischer ce midi parler de la société puis les impacts sociétals, je pense qu'il faudrait aussi parler de nos maisons d'enseignement. Parce que, oui, l'UQTR, mais les cégeps, les petites écoles, peu importe. Parce que tout ça, là, c'est pour l'avenir des générations de demain. Et les générations de demain, c'est les citoyens de demain, mais c'est surtout eux qui vont changer les habitudes. Enfin, si dans nos écoles, si dans nos cégeps, dans nos universités, on commence à changer les habitudes de vie, la meilleure énergie, c'est toujours celle-là qu'on ne consomme pas. Le meilleur produit, c'est lui qui ne se rend pas à la chaîne de valorisation, c'est lui qu'on mange au complet. Je pense qu'il faut aussi changer l'approche. J'espère qu'on va parler des maisons d'enseignement. Merci. Comme je devinais, je vous ai laissé la question large. Vous avez été très large. Je vais essayer de ramener. Et là, je vais adresser à Mario. Puis je vais vous demander d'interagir, évidemment, entre vous. Pourquoi je m'adresse à toi? À partir du moment où vous êtes donné à Trois-Rivières une responsabilité de décarbonisation, par rapport à l'alimentation, jusqu'où ce volet va? Est-ce qu'il va jusqu'à la limite restreindre, limiter, choisir? Comment la dynamique avec le citoyen va s'exercer sur une volonté de décarboniser? On l'a regardé sur le principe énergétique, on l'a regardé sur un principe de bâtiment, on le regarde sur un principe de logistique, de déplacement. Face aux citoyens, dans la dynamique, comment on amène ça? Parce qu'au final, on a beau, je pense qu'on sera d'accord, imposer quelque chose, c'est la des choses qu'on veut faire. C'est comment on arrive à, puis là, je vais faire, histoire de simplifier la question, en perspective d'un trop grand protectionnisme versus un trop grand libre-échange, comment on vient faire l'appariement pour le citoyen? C'est quoi le discours là, que tu amènerais si tu avais un pitch à faire là-dessus? Là? Comment tu concentres cet aspect-là? C'est une question multiple et je dirais, comme Sabin vient de l'évoquer, c'est multifactoriel. Il n'y a pas de solution, c'est des florilèges de solutions qui vont nous arriver. Mais l'élément de base, c'est celui que dans ta question, tu évoquais. Rapidement, si on regarde la situation actuelle au niveau de la culture québécoise et la culture canadienne, on est dans une situation d'abondance et on a toujours été soumis à cette abondance, que ce soit au niveau énergétique et peu importe la forme, que ce soit l'énergie électrique, que ce soit les carburants fossiles ou peu importe, et aussi l'abondance au niveau alimentaire. Donc, tout le phénomène de l'eau, très abondante, croyait-on, une ressource inépuisable, croyait-on. Et là, on voit de plus en plus qu'elle est épuisable. Donc, il va falloir sensibiliser la population. On est à l'ère d'une nouvelle expérience du côté de Trois-Rivières pour devenir une ville vitrine sur les nouvelles technologies de décarbonation, les nouveaux produits, les nouveaux procédés.
Et l'objectif est véritablement, d'abord et avant tout, de travailler sur l'acceptabilité sociale. Fabien en parlait un peu. Et il va falloir sensibiliser nos populations à ce qu'est, d'abord et avant tout, la décarbonation. Vous seriez surpris dans la rue. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une décarbonation? Est-ce que les gens sont conscients du numéro atomique, du carbone? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? Qu'est-ce que ça provoque? Les changements climatiques, il y a encore des gens qui sont climato-sceptiques. Il y a encore des gens qui n'y croient pas. Mais écoutez, il faut travailler très proche de la population. Et surtout, les sensibiliser, surtout les éduquer, je vous dirais, sur l'urgence d'agir maintenant. Pour plusieurs, il est sans doute trop tard, mais moi, je crois, je suis un éternel optimiste, qu'il n'est jamais trop tard pour sensibiliser. Et la décarbonation passe d'abord et avant tout, la première image qu'on a, transport, mais qualité de bâtiment. Il y a ce qu'on appelle en France un mouvement sur les maisons passoires, où on essaye autant que possible d'obliger les propriétaires à mieux isoler leurs maisons, les rendre beaucoup plus éco-responsables. Ensuite, va arriver toute la notion d'utilisation restreinte de l'eau. Ensuite, au niveau alimentaire, et on peut les multiplier à l'infini. Est-ce que tu parles de politique publique? Est-ce que c'est de ça que tu parles? Est-ce que tu amènes une combinaison? Ça risque d'être certaines politiques sur le tondage de gazon, sur l'utilisation des matériaux jetables, les sacs de plastique. C'est tout dans notre environnement, dans notre vie, qui mérite d'être réfléchi pour faire en sorte qu'on puisse arriver à des habitudes beaucoup plus éco-friendly. Et si on ne le fait pas, bien, tôt ou tard, on va avoir des problèmes. Le transport en commun au Québec, c'est pas très développé. Et je vous dirais, a priori, à Trois-Rivières non plus. Est-ce que c'est une solution? Le transport actif, la bicyclette, est-ce qu'on marche? Est-ce qu'on marche suffisamment? Est-ce qu'on marche pas assez? Alors, tu comprends que ce que tu m'amènes là, c'est un débat. Je vais m'arrêter tout de suite, mais on pourrait en discuter pendant 2 jours, 3 jours. Je suis d'accord. Mais c'est important. Et à ta question, je réponds oui, on va travailler à la sensibilisation. Juste une petite question, puis je laisse la parole à Sabin. Les trifluviens sont où, eux? Sont où, eux? Où tu penses qu'ils sont, les trifluviens, à l'égard de cet enjeu-là? Pas mal à l'image de l'ensemble du Québec, où on a pensé longtemps que l'eau était une ressource inépuisable, où on pouvait se promener avec nos Ford F-150 sans aucune difficulté, où on pouvait, encore une fois, avoir 2-3 véhicules par famille. Est-ce que l'idée d'avoir des véhicules autonomes peut séduire les trifluviens? Ah, je pense pas qu'on est rendu là. OK. J'entends. Sabin? Tu me voyais réagir, tu me connais trop, là. Tu peux dire, c'est pas un problème trifluvien, québécois, canadien, c'est un problème mondial. Ouais. Puis on le voit, il y a eu un premier feu de forêt. Il y a eu un premier feu au Québec ce week-end, cette fin de semaine. Il y a eu en Alberta des feux quasiment tout l'hiver. On peut-tu arrêter de tout vouloir inventer chez nous, puis voir c'est quoi les solutions qui sont proposées à l'international dans cette thématique-là, les importer, peut-être les adapter, mais au moins dire arrêter, puis se mettre ensemble pour faire de quoi. Et là, parce que je pense qu'on a des bels exemples qu'on pourrait, je donnerai des exemples tout à l'heure de l'étranger, là, mais je pense que ça serait vraiment déjà un signe de maturité. Regardez qu'est-ce qui se fait ailleurs, là, de tout réinventer. Là. En Italie, il se fait plein de choses intéressantes un peu partout. Bien, on peut-tu travailler ensemble? Peux-tu me permettre le ensemble? C'est un peu galvaudé, là. À partir du moment où tu as des cultures très différentes, des habitudes très différentes, comment tu amènes... Je veux dire, je comprends quand tu dis... Oui, vas-y. Je vais donner l'exemple de H2SX. C'est un bel exemple de travailler ensemble. Oui. On a lancé, toi et moi, c'était la COP 26 en novembre 2021, au Jardin botanique Daniela Séguin, à Saint-Hyacinthe, et Nancy était la patronne du jardin. En plein milieu de la COVID, on a ramassé 70 personnes au jardin. Bon, on avait toutes notre 2 mètres de distance et le masque, là, parce qu'on s'était dit, il y a la COP 26, puis il ne se passe rien au Québec. Il n'y a pas, dans la marge, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On s'était donné, dans 2 semaines, on a organisé quelque chose. Et on s'est dit, on va lancer un projet qui va s'appeler le projet Atlas. Je ne sais pas si vers là tu veux que j'aille, mais je vais aller par là. Pour ceux qui ont fait du grec, dans le temps, il y avait une guerre entre les titans et Zeus. Atlas est un titan. Il a perdu. Zeus s'est dit, toi, je te condamne pour la fin de l'éternité à supporter le poids de la terre. Tu sais, quand on voit nos Atlas, donc il n'est pas de pied de salaire. L'éternité, vers la fin, c'est long. Et on s'est dit, on va lancer le projet Atlas. Le projet Atlas, c'est quoi? C'est notre support à la Terre. La Terre qu'un grand T. Donc, la Terre, la planète Terre. Mettez-vous dans le contexte de la COP.
Mais c'est aussi notre support à la terre avec le petit T, la terre nourricière. Et on a présenté, et dans la salle, en vidéoconférence, il y avait des Coréens qui étaient là. Parce qu'eux développaient des technologies dans le domaine de l'hydrogène. Il n'y avait pas de compagnie dans le temps. Et ce qu'on s'est dit, on devrait peut-être prendre, il y avait des minières, etc., et on a créé une petite société qui s'appelle H2SX, mais internationale, parce qu'il y a des partenaires canadiens, il y a aussi des partenaires coréens. Donc, on a pris une technologie coréenne qu'on va amener ici du bord du Pacifique, donc au Canada, aux États-Unis, et dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, entre autres dans le domaine agro. Les nouveaux fertilisants, je disais tantôt, agro, changement climatique. Fait qu'on voit qu'en se mettant ensemble, OK, seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est exactement ça que je voulais dire. Technologiquement parlant, je l'entends. Oui. Mais quand on parle de souveraineté au sens large canadienne, alimentaire, là, on parle des cultures, on parle des habitudes, on parle des consommateurs, on parle pas d'une machine, on parle pas de... Non. On sait que c'est des cultures. Comment tu viens réunir ça dans cette volonté de... Parce que là, on va rentrer sur protectionnisme versus libre-échange, où ça s'arrête puis où ça finit. Monsieur Lacroix, y a-t-il quelque chose de plus rassembleur qu'un bon souper, un bon repas, puis mettre plein de monde autour d'une table? Oui. N'est-ce pas? Fait qu'on peut rassembler plein de monde autour et changer les cultures autour de l'alimentation. Les Coréens ont du bon kimchi. C'est encore meilleur pour la santé. Est-ce qu'on peut aller vers les protéines végétales au lieu d'avoir juste des protéines animales? Donc, on peut, autour de la table, autour d'une bonne assiette, changer nos habitudes alimentaires ici, mais en prenant pied sur d'autres choses. Ça, c'est rassembleur, je pense. Nancy? Moi, je voudrais réagir à Mario. Je me pose la question, puis c'est vrai que des fois, poser la question, c'est y répondre, mais je me pose la question, est-ce que c'est les citoyens qu'il faut sensibiliser? Dans le sens que, je m'explique, c'est une situation complexe pour toutes sortes de raisons, on le sait. La situation est complexe, l'intersectorialité vient ajouter une couche de complexité. Mais normalement, justement, dans les cadres complexes, on étudie les intérêts, les idées et les institutions. Est-ce que ça se pourrait que les intérêts sont très, très forts et c'est les intérêts qui empêchent des fois de trouver des solutions? En partie. Je vais toujours te ramener à cette célèbre citation qui dit « Acheter, c'est voter ». Alors, dans un premier temps, à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous avez vous-même participé à quelque chose, à un échange économique. Qu'avez-vous acheté? D'où venait-il? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un produit qui est carboneutre? Est-ce que... Et c'est ça qu'il faut expliquer à nos citoyens. Mais est-ce que ça implique les institutions de formation? Absolument. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer à expliquer dans le premier cycle élémentaire aux enfants ce qu'est un choix d'un produit décarboné? Bien, probablement qu'ils ne le savent pas, puis probablement que même à la maison, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc, oui, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Je l'ai dit tantôt, la décarbonation, c'est un florilège d'un paquet d'activités et d'actions qui devront être menées de façon, je vous dirais, non pas séquentielle, mais simultanée. Parce que le problème est trop grave. Sabin parlait tantôt d'aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai mes collègues qui sont ici et on est allé chercher des symposiums internationaux, dont BioCat, iPort, iVolution, Hydrogène Québec. On va voir ce qui se passe ailleurs, puis on essaie de le ramener chez nous pour voir qu'est-ce qui est faisable chez nous. Et tu as raison, on est 9 millions. On ne réinventera pas la roue. Il y a des gens qui, à quelque part, sont nettement en avance sur nous. N'est-ce pas, David? Quand tu vas du côté européen, quand tu vas du côté français, quand tu sais que les armateurs français sont déjà en mode méthanol à 50 %. Chez nous, savez-vous combien d'armateurs canadiens sont au méthanol? Là? Pose la question s'ils répondent. Aucun. Alors, donc, ils sont déjà très avancés sur nous. On va aller voir comment ils ont procédé et comment nous, on peut commencer à travailler sur ces filières-là ici au Québec. Est-ce que tu me permets de dire, ça nous prendrait plus de Mario de Tilly? Parce que depuis qu'on se connaît, tu es à l'avant. Tu es tout le temps une coupe de... Attendez un peu, je vais le payer tout de suite. Là, oui, non. Non, mais ça fait quelques fins de semaine qu'on se connaît. Mais ça prend des visionnaires. Ça prend des gens qui n'ont pas peur d'aller vers l'autre. Et ça, c'est super important. Parlant de visionnaire, Sébastien, si je t'amène dans l'exemplarité du District UPL, par rapport à la discussion qu'on a, parce que j'aime aller à...
il y a une notion de s'inspirer d'ailleurs. Et effectivement, en s'inspirant d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en application. On gagne du temps, on gagne de la vitesse. Parle-nous de ce qui t'a animé autour de District UPL, puis comment tu viens réconcilier ça avec ce qu'on est en train de dire pour essayer de... Parce que je suis un très pratico-pratique, tu sais. Tous ces concepts-là, on peut l'amener, tu sais, entre nous, on peut se convaincre, puis après ça, on ramène ça dans une... J'ai toujours pensé que l'exemplarité était le début d'un changement comportemental. Fait que comment tu vis depuis que ça fait maintenant 2 ans? 2 ans, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs plutôt visionnaires, des entrepreneurs plus opérateurs, là, vraiment impliqués dans la gestion puis dans le détail de l'entreprise. Je suis plutôt du côté visionnaire, donc tout ce qui est développement durable, décarbonation et tout, ça fait longtemps que ça m'intéresse et que je le martèle auprès de mon équipe qu'on doit être plus proactif puis développer des choses. Si c'était de moi, si ce n'était que de moi, ça ferait longtemps que tous nos projets seraient 100% décarbonés, mais c'est pas si simple que ça. Ceci dit, pour faire un peu de pouce sur ce que Mario disait, quand on a eu l'idée de lancer cet écosystème agroalimentaire-là, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller visiter des projets similaires en Amérique du Nord. Pourquoi? Comme vous avez dit, messieurs, l'objectif, c'est de s'inspirer des meilleurs, de voir ce qui se fait déjà, et de ne pas réinventer la roue. On perd beaucoup trop de temps à réinventer la roue. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est visiter 6 ou 7 écosystèmes similaires. Et ces gens-là nous ont accueillis, non pas comme des compétiteurs, mais plutôt comme des visionnaires. Donc, on était vraiment en échange sur qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on peut améliorer les choses. Si je devais refaire l'écosystème, comment je le ferais différemment. Donc, il y a eu un échange exceptionnel, puis on a pu partir sur des bases très, très, très solides. Et puis, à partir de là, ben, on a étudié ça. On a regardé aussi ce qui se faisait en termes de décarbonation dans d'autres domaines, pas nécessairement dans l'agroalimentaire. On a également fait le tour des fournisseurs locaux, parce qu'ici, à Trois-Rivières, il y a plusieurs entreprises qui offrent des super belles solutions énergétiques décarbonées, entre autres. Donc, on a fait nos devoirs pour ensuite appliquer des solutions concrètes dans le déploiement de l'écosystème à même le bâtiment de District UPL. Si je te dirais, c'est quoi les principales barrières puis les principales choses qui t'ont surprise agréablement? Les 2 sont importants, je pense, pour faire un portrait de la situation. Pas d'être critique pour critique, mais je pense que ça donne une raison de pourquoi on n'aurait pas plein de District UPL au Québec. Il y a des raisons pour ça. Là. Barrière, on peut en parler longtemps. Bien évidemment, c'est multiniveau, puis je vous fais l'état d'âme complet. Bien évidemment, Groupe Inspire a des partenaires financiers, donc certains d'entre eux sont très sensibles à la décarbonation, d'autres moins. Donc, il y a premièrement convaincre les financiers derrière le projet que c'est la bonne chose à faire, parce que veut pas, il y a un impact financier, ça a un coût décarboné. Fait qu'il y a le volet financier qui est un enjeu. Après ça, ben, on sait que c'est des volontés politiques que de décarboner et de mettre des solutions en place, mais parfois on s'enlise dans des processus avec les paliers de gouvernement, puis ça devient difficile. Les résultats ne sont pas nécessairement ce qu'on s'attendait. Fait que l'appareil administratif est parfois complexe. Je vous dirais que c'est de notre côté vraiment les 2 enjeux principaux. Après ça, la gestion des talents. On veut déployer des solutions novatrices, mais que personne n'a jamais fait. Donc, qui a vraiment la compétence pour le faire? Bien, il faut vraiment se creuser le coco pour mettre en place des choses nouvelles. Puis là, ben, on avait mal planifié parce que personne ne l'avait fait. Donc, le résultat n'est pas 100% ce qu'on voulait. Fait qu'il y a cet enjeu-là. Être innovateur, ça a un coût aussi. Par contre, ce qu'on est wow. bien... Ouais, Pardon? Ton wow, c'est quoi? Ben, j'espère que tu en as eu. Ça se peut que tu n'en aies pas eu. Mais... Non, ben en fait, je sens qu'en ouvrant la porte de la communauté qui est très pro-décarbonation, c'est un nouvel écosystème de gens très motivés, très intéressés à faire une différence. Puis on a été en mesure de s'allier de gens qui veulent faire une différence. Fait que de sentir qu'on est accompagné puis qu'on n'est pas seul à aller vers quelque chose de différent,
Ça, c'était un gros plus. Fait que ça m'a appris à développer un nouveau réseau super pertinent. Puis après ça, de sentir qu'on fait la différence en faisant la bonne chose. Ça, honnêtement, c'est la plus belle récompense. De telle sorte que ça me pousse à ce que chacun des nouveaux projets qu'on fait soit vraiment dans cet axe-là de la décarbonation et du développement durable. Ça a vraiment généré cet impact-là de dire, chez Groupe Inspire, maintenant, on fait que des projets responsables. Fait que c'est un peu l'accomplissement, le sentiment de faire la différence. Marius, si je peux me permettre de faire un pouce, puis Sabin, je vais aller te chercher après. Comme organisme de développement économique, quand tu entends un promoteur comme ça parler de ton expérience, parce que tu as quand même pas mal d'expérience, c'est quoi les leviers qu'il faudrait qu'on aille chercher? Qu'est-ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'on n'a pas qui ferait que... Pourquoi on n'a pas, tu as sûrement des réponses, pourquoi on a plein de friches industrielles au Québec puis on a tant de difficultés à leur redonner une nouvelle vie? Il y a des raisons intrinsèques, puis il y a comme un environnement à District Lupel qui est fantastique, qu'on pourrait imaginer, mais que de barrières. Fait que je suis curieux de t'entendre. Qu'est-ce que, si demain matin, tu étais législateur, tu avais un plein pouvoir, c'est quoi que tu ferais? Dans un premier temps, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Oui. Une friche de cette taille-là, ça prenait quelqu'un qui a, j'allais dire un mot vulgaire, mais qui a véritablement une volonté de réalisation. Okay? On se comprend. Il est relativement rare, comme développeur économique, qu'on tombe sur des gens de la trempe de Sébastien. C'est même phénoménal. Parce que, au-delà de ce qu'il dit, avec toute son humilité qu'on lui connaît, c'est plusieurs millions de dollars qui sont en jeu. Alors, quand vous investissez des montants, et je ne dévoilerai pas, je te jure, les montants, tu peux les dévoiler si tu veux, mais des montants qui sont des montants extrêmement importants et je vous dirais significatifs, et que tu vas être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, où tu n'as pas de retour sur ton investissement, bien, ça prend une volonté, un courage, puis je vous dirais une conviction absolument solide, très forte. Maintenant, nous, on a fait, pour certains d'entre vous, vous savez qu'on a récupéré une quinzaine de friches industrielles, pas de cette taille-là, des plus petites friches, qu'on a récupérées. Et il a fallu le faire avec, bien entendu, la volonté de la Ville de Trois-Rivières de nous cautionner pour le faire. Aujourd'hui, on a 100 millions d'actifs comme organisation, une quinzaine de bâtiments qui génèrent environ 1000 emplois et on devrait doubler ces montants-là au cours des prochaines années. Qu'est-ce que le législateur doit faire pour ça? Simple. Créer des programmes qui puissent nous aider au départ à supporter. Les Anglais disent « cash flow is everything », c'est ça? Cash is king. Et voilà. Donc, est-ce qu'on est en mesure de mettre en place des programmes qui nous permettent d'alléger nos problèmes de cash flow, donc nos disponibilités à court terme, parce que pour arriver à 100 millions, 200 millions d'actifs, il a fallu souvent ramer beaucoup. J'ai la chance de voir beaucoup de mes collègues dans la salle. Ils ont ramé. Ils ont des bons avant-bras. Je vois Audrey, Mathieu, David. Alors, c'est extrêmement épuisant. Mais Mario, est-ce qu'on a assez d'entrepreneurs? Mettons qu'on met des programmes pour mettre de l'argent. On a-tu assez d'entrepreneurs innovants pour y arriver? Moi, je pense que oui. Ils ont peur. Ça prend un certain courage pour le faire encore. Oui. Une conviction incroyable pour le faire. Mais c'est ça, j'ai juste envie de dire, tu sais, très franchement, là, beaucoup de développeurs préfèrent partir d'un terrain vague parce que c'est beaucoup plus simple à leurs yeux de prendre le terrain, faire un plan, bâtir en neuf. L'impact environnemental est astronomique comparativement à récupérer une friche existante. C'est définitivement plus complexe à redévelopper, mais c'est tellement la bonne chose à faire que chez nous, on ne fait pas de construction neuve, on redéveloppe à 100%. 100% de notre chiffre d'affaires, c'est redévelopper des bâtiments existants. Puis c'est juste qu'on a développé une expertise là-dedans. À mon œil à moi, c'est pas plus compliqué à faire, mais c'est parce qu'on a développé l'expertise là-dedans. C'est juste que la majorité des développeurs ne connaissent pas ça et donc n'ont pas d'appétit envers ça, mais c'est la bonne chose à faire. On a fait référence beaucoup à un adage qui dit, et c'est la raison pour laquelle nous, on a cette position-là, de même que Sébastien et le groupe Inspire, mais que le bâtiment le plus vert qu'on puisse offrir, c'est celui qu'on ne construira pas. C'est clair. Sabin, sur ça?
Écoute, il y a plein de choses intéressantes. Puis Sébastien, tu parlais de la gestion des talents. Je veux revenir là-dessus. Puis en plus, une friche industrielle, le cachet. Ben oui. Le cachet est là. Et je voudrais vous conter une histoire. Dans une autre de mes vies, j'ai été vice-recteur de l'ETS, l'École de technologie supérieure. Et c'était aussi une friche industrielle. C'est vrai. Bon, les mauvaises langues diraient c'est une brasserie, une école de génie d'une brasserie, mais on ne le dira pas. Je me ramasse au Japon à un moment donné, et ça, c'est vrai comme on est ici. Là. Et j'étais dans une grande entreprise, dans une salle de conférence, le boardroom, là, avec le président de la compagnie, ses VP de chaque bar, puis ils sont tous en train d'écouter. Et il me présente son catalogue. J'étais vice-recteur. Puis moi, mon rôle, c'était d'amener des nouveaux projets industriels au Québec, à l'ETS. Ça dépend de produits. Une PME japonaise, c'est 900 employés et plus. Une PME canadienne, c'est 200 employés. Et bon. Et je dis à la personne, je dis au PCA, au président du board de la compagnie, je dis, regardez, vous avez des centaines de produits dans votre catalogue. Ça prend quelques semaines, quelques mois à développer. Nous, une école de génie, on a un produit, ça s'appelle des ingénieurs et des ingénieurs. Et ça prend 4 ans à développer. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous voulez gérer des talents pour demain, pour après-demain, plutôt que l'industrie va travailler avec les maisons d'enseignement, que ce soit des ingénieurs, que ce soit collégial, et qu'on disait tantôt, influencer des comportements, bien, plus on les prend tôt, plus on va avoir le bon personnel quand ça va être le moment donné. Donc, il faut être visionnaire, il faut anticiper des choses. Et ça, je l'ai vécu. Et le monsieur, le PCA de la compagnie japonaise, il disait, vous avez raison, Dr. Boily, ça prend 4 ans à former un jeune. Et dans ce temps-là, puis moi, c'était en 2012, j'étais vice-recteur, un jeune qui commençait en génie, 4 ans, quand il allait sortir, 50% des choses qu'il allait connaître 4 ans après n'étaient même pas encore inventées. Pensez à l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est novembre 2021, ça fait 1 an et presque. Et là, ça change le monde. On peut parler d'intelligence artificielle en alimentation personnalisée. Vous voyez là, si un seul conseil, pensez aux maisons d'enseignement le plus tôt possible. Je ne dis pas que c'est facile. Mais plus vite on y pense, mieux on enligne le monde correctement. En fait, tu as tellement raison, la gestion des talents, c'est fou. Nancy, si je me permets, puis je ramenais dans les 4 générations de ta famille où tu es en Italie et ce que tu entends sur le savoir-faire, si tu avais une transférabilité puis un apprentissage de ce que tu entends puis de ce qu'on devrait faire, que vous faites en Italie, qu'on pourrait appliquer ici, que vous faites bien. Ça ressemblerait à quoi, soudain? Je n'ai pas préparé cette question-là. Hein? Oui, c'est ça. Mais, écoute, c'est une question difficile parce que, je reviens à ce que tu disais avant, culturellement, c'est différent. Et le cas de l'Union européenne, de l'Europe, que ce soit la France ou l'Italie versus l'Amérique du Nord, c'est très, très différent. Je pense que les technocrates européens, ils ont juste une obsession en tête, trouver le moyen de donner à manger à 448 millions d'habitants, c'est énorme, avec les moyens qu'ils ont. Ici, en Amérique du Nord, je ne pense pas que nous avons ce genre de problème aussi parce que, mettons, au Québec, on est 9 millions, donc les enjeux, c'est très, très différent. Mais culturellement, c'est différent. Par contre, pour répondre avec une blague à ta question, tu sais, moi, je représente la 4e génération de femmes qui gèrent ces oliveraies en Italie. Et quand arrive la période de la récolte des olives, c'est toujours une grosse chicane avec ma mère. Aujourd'hui, ma grand-mère n'est plus là, mais avec ma mère, c'est toujours la chicane. Parce que moi, je fais une cueillette hâtive, c'est-à-dire que je vais prendre le fruit, l'olive, quand elle est encore verte. Pourquoi? Parce que la science nous dit qu'il y a plus de polyphénol. Alors, je vais chercher ça parce que je dis je veux donner un produit de très haute qualité. Et ma mère me répond, t'es stupide, parce qu'il faut que tu attends que l'olive soit mûre. Comme ça, tu vas avoir plus de quantité. On s'en fout de la qualité. C'est important, c'est la quantité. Alors, tu vois, c'est des changements de paradigme qui prennent du temps à arriver à se faire. Et Nancy, dis-moi, qui a gagné? Selon toi? Donc oui, c'est clair que ça prend des changements de paradigme, comme ça prend les changements de paradigme dans l'agriculture. Est-ce que ça va se faire rapidement? Je ne pense pas.
Je ne pense pas. Mais peut-être que, comme tu dis, Sabin, si on commence avec les enfants, si on commence tôt, ces gens vont avoir une certaine sensibilité déjà. Mais si je fais un parallèle avec ça pour aller sur une thématique au niveau du gaspillage alimentaire, est-ce que cette chicane-là, entre plus tôt que tard, ne mène pas aussi cette notion d'éviter un gaspillage parce que ton olive a une durée de vie plus longue, peut être transformée sur plus? Est-ce qu'il y a eu cet enjeu-là qui est amené sur une récolte plus hâtive dans l'approche? Non, c'est vraiment plus au niveau scientifique pour dire l'olive verte contient plus de polyphénol, donc est bon pour la santé humaine versus une olive qui est à pleine maturation et que donc le niveau des polyphénols est plus bas. C'était vraiment plus un débat scientifique, mais tu vois, ma mère n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme moi je l'ai eu et tout ça, donc c'est clair qu'il y a une divergence de vision due essentiellement à ça. La formation elle-même est directement déterminée par rapport au type de... Et ça rapporte à ce que Sabin et Mario et même, c'est qu'on disait, la formation, à la base, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Et la question que j'ai reçue, vous allez avoir à y répondre pour la suite. Sur l'avant et l'après-COVID, il y a eu, je pense, on a mis beaucoup de responsabilités à la COVID. Là. Elle en avait, mais je pense qu'elle a eu surtout cette particularité-là en agroalimentaire de faire rejaillir cette faiblesse de chaîne d'approvisionnement-là. Quelle leçon on en tire? Qu'est-ce que de l'après par rapport à l'avant, on doit constater puis prendre comme décision dans cette chaîne d'agroalimentaire-là versus ce que tous les pays ont eu comme réflexe, c'est beaucoup d'autonomie alimentaire, beaucoup de souveraineté. C'est comme trop d'un côté, trop de l'autre. Qu'est-ce qu'on en retire, puis où ça nous amène? Où on va être là, avec ça dans 10-20 ans? Je suis d'accord avec toi. On a mis beaucoup sur le dos de la COVID. Ouais. La COVID a amplifié une situation qui existait déjà. Peut-être ce n'était pas monsieur, madame, tout le monde qui s'était rendu compte, mais la situation existait déjà. La crise financière de 2008, personne ne l'avait vu venir. La montée des politiques populistes, que ce soit en Amérique, comme soit, par exemple, en Europe même. La guerre commerciale, les États-Unis et la Chine, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des années que la Chine se prépare. La guerre en Ukraine, bon, ça non plus, on ne l'avait pas vu venir. Pourtant, il y avait des signaux. L'OMC, la crise à l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, cette organisation qui devrait être à la base de tout le commerce mondial est une organisation zombie. L'Organisation mondiale du commerce est paralysée. On veut mettre la photo sur Trump, OK, on peut le dire, mais ça reste que c'est une organisation extrêmement importante, puis aujourd'hui est complètement paralysée. La politique China 2025, ça devrait nous faire peur, et ça nous fait peur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette politique? On va tout faire à l'intérieur de la Chine, puis on met des barrières. OK, où on va aller chercher les microchips, qui sert aussi pour l'alimentation, pour l'agroalimentaire. Donc, cette complexité, cette interconnexion est très importante, très difficile. Et on voit que suite à tout ça, les subventions au domaine agroalimentaire, que c'est la base, parce qu'à la base, on doit se nourrir, ont augmenté. Donc, on augmente les subventions du côté des États-Unis, du côté de l'Europe. Du côté de l'Europe, pensez que... On augmente le protectionnisme, donc. On augmente le protectionnisme. Puis, est-ce que c'est la bonne chose? Non. Est-ce que c'est la réponse immédiate, intuitive de l'être humain? Oui, bien sûr. Mais la politique agricole communautaire pour l'Union européenne, 70% du budget de l'Union européenne va dans la politique agricole communautaire. C'est énorme. Donc, c'est clair qu'ils veulent se protéger. Mais si tout le monde se protège... Mario, qu'est-ce que... En fait, tu soulèves un des points les plus cruciaux. On sait que la plupart des grandes puissances mondiales, que je pense entre autres aux États-Unis, tu as parlé de la Chine, de la Russie et du bloc d'Europe de l'Est, la sécurité alimentaire devient un enjeu important au niveau stratégique. Et souvent, c'est peut-être caché à l'intérieur de barrières tarifaires et des mesures de protection.
Et de plus en plus, mais vous avez vu récemment, c'est encore en raison de l'agriculture que l'échange Union européenne-Canada a été rejeté par le Sénat français. Ça s'est fait la semaine dernière. Donc, et on sait très bien que le principal enjeu, c'est l'agriculture, particulièrement au niveau des céréales. Tu as parlé tantôt de la guerre en Ukraine où on a vu la résurgence de famine dans le monde et c'est pas fini tout ça. Tu parlais de la Chine par rapport à Taïwan. Le plus gros producteur de chips et de microprocesseurs, c'est Taïwan. Et c'est pas étranger que la Chine veut s'accaparer de Taïwan. Donc, on voit là, actuellement, il y a des enjeux. On sait qu'actuellement, selon l'OTAN et selon les estimations onusiennes, que les risques d'un troisième conflit mondial sont les plus élevés depuis la fin de la guerre froide. Alors, on sait très bien qu'il y a 3 points chauds à travers le monde, mais il y en a toujours qui s'étirent un peu de ces points chauds-là, par rapport au Proche-Orient, la Chine, l'Asie, et ainsi de suite. Donc, est-ce que il y a eu, est-ce que la pandémie, est-ce que le COVID a pu avoir une incidence? À mon avis, il a été la goutte qui a débordé le vase. Mais tout ça, je suis absolument d'accord avec toi, Nancy, tout ça était latent et on en voit les répercussions aujourd'hui. Juste vous rappeler, et là, j'ai pas une très bonne mémoire, mais les coûts de transport par container avaient quadruplé durant les 2 années de la COVID, de la pandémie. Oui. Quadruplé. Donc, imaginez l'influence sur les prix de tout ce que vous achetez quotidiennement. Alors, je suis d'accord avec toi, Nancy, on n'est pas toujours en désaccord. Mais non! Et 2 leçons, qu'est-ce qu'on en retire? Vite, de ça. Une fois qu'on sait ça, puis la réaction, puis on a vu que ça a quand même créé des enjeux, qu'est-ce qu'on devrait... Il va falloir que les États-nations, parce qu'on parle encore d'États-nations, se requestionnent sur leur échange, sur ce qu'ils vont devoir échanger avec, par exemple, leurs plus proches voisins. Nous, c'est les États-Unis. C'est l'ancienne ALENA. Je suis vieux, je me rappelle plus du nouveau nom, de l'accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et puis le Canada. Il faut quand même dire qu'il y a ici un potentiel de marché qui est quand même extrêmement important. Et il va falloir que, tôt ou tard, on revoie un peu nos habitudes alimentaires et qu'on évite le gaspillage. Parce qu'on est encore aux prises avec une énorme quantité de produits gaspillés. Et là, on revenait, tu te rappelles du projet de logistique de transport, et ça devient, à mon avis, éminemment important. Ça va bien? Ou excuse-moi, Sébastien. Je peux parler en fait de l'autre côté, je ne veux pas dire de la médaille, mais un peu la vision d'une entreprise privée. C'est certain que la COVID a eu des impacts majeurs et a transformé à plusieurs niveaux nos entreprises. Bien évidemment, avant la COVID, on n'avait pas nécessairement de politique d'achat local, de politique de travailler avec des fournisseurs locaux, chose que nous avons développée. Puis, si ce n'était pas de la COVID, je ne crois pas que le projet District Lupel, l'écosystème agroalimentaire qu'on a développé, je ne crois pas qu'il serait arrivé, en fait, parce que ce projet-là est né de l'idée d'augmenter l'autonomie alimentaire du Québec. Oui. Et puis, les gens qui viennent s'installer au District Lupel, c'est des gens qui sont sensibles à ça, qui veulent échanger des ressources entre eux, qui veulent aller vers de la distribution en circuit court, qui veulent s'approvisionner localement. Fait que j'ai pas du tout le même genre de discours. Je suis juste en train de dire qu'il y a certainement un mouvement important, même ici au Québec, dans ce mouvement-là. On le voit, puis ça fait même naître des projets. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que la désorganisation d'une chaîne d'approvisionnement a ouvert cette porte à faire les choses. En fait, c'est ce que je dis toujours, moi, ce que j'aime, c'est le chaos. C'est là que l'innovation se fait. C'est ce que tu constates comme entrepreneur. Là. Absolument. Sans cette désorganisation-là, le momentum n'aurait pas été là. Oui, puis là, par exemple, on a certains occupants là, ils ont des petits volumes de production. Chacun de leur côté, il faut qu'ils fassent des ententes avec des distributeurs, des compagnies logistiques pour distribuer leur matériel. Ça ne fait aucun sens. Là, ils sont en train de se regrouper puis de mettre en place un service avec un distributeur. Donc, tu sais, il y a vraiment de la mutualisation qui s'installe qui n'était pas là tant que ça avant la COVID. Je vais t'amener sur ce que tu n'as pas discuté. Si je fais le parallèle avec la notion de libre-échange, avec l'écho de ce que tu fais, tu trouves où l'équilibre sur ce que tu penses et réfléchis versus cette réalité de libre-échange? Honnêtement, aucune idée. En fait, moi, je suis vraiment
en ce moment dans une posture d'être un militant pour l'autonomie alimentaire du Québec parce que c'est ça qu'on crée avec l'écosystème. Oui. Mais bien évidemment, je suis un peu d'accord avec Mario et Nancy que, par exemple, produire une huile d'olive au Québec, ben c'est peut-être pas les conditions optimales. Fait qu'il y a des choses qu'on va pouvoir produire ici qui sont logiques d'être ici, mais il y a des choses qui vont être plus difficiles. Puis est-ce qu'on doit aller à contre-courant ou même juste changer nos habitudes alimentaires? Il y a ça aussi, là. Fait que, parce que là, depuis une décennie au minimum, on est vraiment habitué à avoir un éventail de possibilités alimentaires. Oui. Mais est-ce que c'est si normal que ça d'avoir, par exemple, au Québec, des fraises 12 mois par année? Peut-être pas. Fait que, c'est un grand débat, mais il y a toutes ces questions-là qui flottent dans l'air. Okay. Sabin, si je le regarde, je te ramène sur le plan international à réconcilier sur ce qu'on vient d'avoir comme Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait parler sur... Écoute, je vais partir de la médaille à Sébastien, parce que la beauté qu'une médaille, aussi mince qu'elle soit, elle a deux côtés. Oui. Et ça, il a déjà regardé le deuxième côté. T'as as-tu un troisième? Ben, écoute, ça, c'est l'épaisseur. côté plat, mais je vais prendre un autre proverbe d'abord. Ne dit-on pas que la nécessité à la mère de l'invention? Tu parlais tantôt de la COVID. Ça nous a... J'espère ce qui va rester de la COVID. Tu sais, les Québécois, on est bons d'émissions de cuisine, puis on achète des bouquins de Ricardo épouvantables. Mais combien de Québécois font en manger? Et là, avec la COVID, ça nous a obligés à redécouvrir le petit producteur local. Tu sais, Mario disait, la tomate du Mexique qui a fait 6 000 km, c'est-tu normal? Ou 3 000? C'est-tu normal? Là? Puis redécouvrir la courte chaîne, la courte distance, la logistique, d'une part, on redécouvre nos propres producteurs locaux. Ça, c'est absolument génial. Et je me rappelle quand j'étais jeune, ça, c'est au siècle passé. Excusez-moi. On est du 10e siècle, Mario. Tu sais, c'était à part qu'on prenait de la noix de coco, puis on se rappelle les fraises de l'île d'Orléans. Moi, j'étais bleuet du lac, là. Les fraises de l'île d'Orléans, on savait quand ça arrivait l'été, là, c'est là puis quand tu parlais de fraises, le flash que j'ai eu, il y a peut-être des choses, on va peut-être revenir vers un régionalisme. J'espère qu'on va garder l'huile d'olive à Nancy, là, mais c'est ça aussi, il y a cet équilibre-là, je pense. Et on va aller, mais si on parle de courte chaîne, de courte chaîne, circuit court, bon, c'est ça. Il faut aussi que le réglementaire s'y ajuste. Il y a des grands producteurs qui, eux autres, pour cause de la salubrité, etc., ils ont des règlements respectés, puis c'est tout correct. Mais peut-être pour les petits producteurs, on devrait peut-être ajuster les choses. Et là, si on consomme plus chez nous, on va réussir à décarboner peut-être beaucoup plus facilement. Puis on va redécouvrir les bonnes vieilles recettes québécoises aussi, le terroir. Il y a tout ça. Je pense que c'est un tout. Mais je vais partir de toi, puis je vais revenir dans l'autre sens. Vas-y, mon cher. Pourquoi, tu sais, je te donne un exemple. Pourquoi on est encore rendu dans cette société-là aujourd'hui où je vais prendre l'exemple assez facile à calculer, les fruits et légumes au Québec. Un tiers est resté au champ pour non-récolte. Un autre tiers est gaspillé, grosso modo, ne se retrouve pas dans l'assiette. Donc, 66 % des fruits et légumes au Québec ne se retrouvent jamais dans une assiette. Comment on fait pour se retrouver là? Pourquoi on est encore là par rapport à toute cette créativité-là, cette innovation-là, ce volet entrepreneurial-là, cette chaîne d'approvisionnement-là? Comment on est encore là, puis on est en 2024? J'avais deux exemples dans la tête. Le fameux légume trop moche, là. Oui. Tu sais, la tomate est obligée d'être... puis les fameuses dates de préemption, là. Mais pourquoi on n'en fait pas des produits transformés comme des jus? Moi, je compte sur le Syntec pour changer un peu les choses, là. C'est ça que comment retourner la balle l'autre bord, là. Mais je pense que c'est ça, c'est une question d'éducation. Puis quand je dis tantôt, plus tôt on les prend, mieux c'est. Il faut s'ouvrir sur le monde, là. Mais je pense qu'on est rendu là. Les gens s'aperçoivent, la carotte, elle peut être croche un peu, le légume, il est encore bon. On peut faire de quoi avec? OK, mais est-ce que l'avenue, à ce moment-là, si les gens, en tout respect pour les personnes, s'ils ne l'ont pas fait naturellement, est-ce qu'une notion de taxation, de signal de prix auprès du consommateur qui va vers qu'on récompense la récupération du gaspillage pourrait pas être une solution? Je reviens sur les politiques publiques, la question du rôle des gouvernements. Je veux bien le ramener, le fardeau, aux citoyens, mais si après tout ce temps-là, on est encore là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Je vais prendre un autre exemple, la carotte et le bâton. Oui. Moi, j'aime mieux manger la carotte. Oui, mais
c'est une façon de Comprends. voir les choses. Je vais laisser Sébastien, ça à mes qu'est-ce que, collègues. à l'égard de Ben, ça? j'ai tendance à dire qu'il y a définitivement, il semble avoir un manque d'innovation, là. C'est un secteur, l'agroalimentaire, qui est assez traditionnel. Il pourrait avoir place à plus d'innovation. Cependant, j'aimerais nuancer. Ça fait quand même pas 15 ans que je suis dans l'agroalimentaire, là, je tiens à préciser, mais je semble voir des entreprises innovantes mettre des produits pas mal le fun sur le marché qui visent justement à récupérer des denrées qui auraient autrement été soit à la poubelle ou au compost. C'est pas Loop. Oui, Loop. Vision. C'est quoi l'autre entreprise qui fait des popsicles avec des fraises qui étaient pas belles? En tout cas, il y a une couple d'entreprises qui innovent. Puis, par exemple, ici, sur le territoire de la Mauricie, il y a eu un autre genre d'initiative qui était la récolte au champ. Donc, il y avait des organismes communautaires qui allaient chercher les surplus qui restaient au champ. Donc, tu sais, ils Donc, c'est le commencent, modèle je en crois, fait, c'est le à avoir- modèle d'affaires que tu parles, dans le sens d'essayer d'arriver avec quelque chose. Mais comment tu viens récupérer la question du prix? Parce que l'enjeu est souvent le prix. Tu sais, puis, Ouais. ben, Mario, puis je te reviendrai, là. Tu sais, à quelque part, si je peux me permettre, tu as vu neiger là-dessus, là, Mario. Tu sais, Ah, tu me parles à comment moi. on arrive? Excuse-moi. Oui. Ben, je t'avouerai dans un premier temps, il y a beaucoup d'initiatives, comme Sébastien vient de le dire. On a parlé de Loop, on peut parler de Bolthouse, on peut parler de plusieurs entreprises. On a une entreprise qui s'installe ici pour ce qu'on appelle les légumes déclassés. Et la question fondamentale pour avoir travaillé ce projet-là au niveau de notre bureau, je vous montrerai certains de ces légumes-là. Et la question à se poser, c'est et s'ils étaient sur une étagère, est-ce que les gens les jetteraient? Et la question fondamentale revient encore à une sensibilisation et à une formation auprès des gens. Et je répète, et l'exemple de Savin est tellement bonne, une carotte, parce qu'elle a une double pointe, demeure une carotte. C'est une bonne carotte, elle est bonne pour la santé, elle a les mêmes propriétés organoleptiques. Mais comment se fait-il que les gens ne veulent pas la consommer? Est-ce que c'est vraiment les gens qui ne veulent pas la consommer ou le réseau de distribution qui ne veut pas être pris avec ce produit-là? Alors, il faut travailler à tous les niveaux parce que peut-être que, je ne serais pas gentil de parler de Costco, Metro, IGA, whatever, mais peut-être parce qu'ils ne veulent pas sur leurs étagères. Ouais. Et s'il est là le problème, mais il y a peut-être une sensibilisation à faire à leur niveau aussi. Là. Tu ne peux pas reprocher à des consommateurs de ne pas prendre ce qu'on ne lui offre pas. Et un industriel, un commerçant, va toujours offrir un produit qui se vend. Un industriel ne fera pas un téléphone cellulaire pour en faire un, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter. Et ça nous appartient. N'oubliez pas, consommer, c'est voter. Donc, c'est les constituants de la chaîne elle-même. Donc, si j'entends ton commentaire, c'est pas nécessairement par une forme d'incitatif financier ou de taxation ou autre qu'on va résoudre cet enjeu-là. Peut-être que c'est la chaîne elle-même qui pourrait offrir une approche différenciée aux consommateurs. Absolument. Vous avez, plusieurs d'entre vous avez sans doute un petit potager chez vous. Moi, j'en ai un petit potager. Et quand je récolte mes tomates, mais elles ne sont pas toutes très belles, mes tomates. Mais une fois qu'elles sont lavées, une fois qu'elles sont coupées, qu'elles sont mises en salade, c'est une excellente tomate. Oui. Pas facile. Pas facile parce que, non, bien évidemment, on ne peut pas être contre la vertu. Donc, bien évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Bien évidemment, j'adore les exemples que tu as donnés, Sébastien, sur ces entreprises innovantes dans le secteur agroalimentaire. Toutefois, je pense qu'au niveau international, ce n'est pas si facile que ça. Et si ça ne change pas à ce niveau-là, on pourrait continuer à en parler pendant des siècles, mais ça ne changera pas. Dans le sens que Mario t'a fait référence au Sénat français qui a rejeté l'accord économique et commercial du libre-échange avec le Canada. Les répercussions de ça, c'est grave. Mais oui. C'est très, très, très grave. J'ai fait l'exercice de lire tout ce qui a été dit lors de cette séance au Sénat et je lisais, c'est pas qu'on les aime pas les Canadiens, on vous aime, vous êtes nos amis, mais parce qu'il faut qu'on protège les nôtres. OK. Ben, vous protégez les vôtres, nous on protège les nôtres avec notre achat local. On s'en sortira pas. Non. Ben, je pense, en tout cas.
l'histoire dit qu'on s'en sortira pas et ce n'est pas la bonne voie. Je ne suis pas contre l'achat local, on s'entend, hein, Sébastien? Je suis la première qui préfère acheter des choses ici, plutôt celles qui viennent d'ailleurs. Mais la réalité de beaucoup de familles québécoises aujourd'hui, avec un niveau d'endettement très très haut, s'ils doivent choisir entre un produit québécois et un produit qui vient d'ailleurs et qui coûte beaucoup moins cher, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont acheter celui qui coûte beaucoup moins cher. Oui. Tu as raison. L'idée, lorsque cette entente avec la France a été rejetée, ce que je trouve de triste, c'est que c'était un regard d'un produit en particulier, qui était le bœuf. Tout à fait. Mais tous les autres produits, les agriculteurs français, ils gagnent. Ils gagnent. Ils vendent 5 fois plus de fromage qu'on leur en vend. Et dans tout, les légumes, les fruits, dans tout, un seul aspect où ils étaient perdants, c'était sur le bœuf. Et je trouve dommage parce qu'ils ont rejeté complètement Et la balance commerciale entre la France et le Canada est complètement débalancée à la faveur des Français. Tout à fait. Pourquoi ont-ils refusé? Aucune idée. Mais tu l'as dit, c'est purement politique, c'est purement Tout à fait. un protectionnisme. Oui. On est un peu à l'heure. Si des gens ont le goût de poser des questions, allez au micro. Je peux te poser une question? Bien sûr. On a parlé beaucoup depuis 1 heure et quelques. On n'a pas parlé des équipements dans la filière. Il me semble qu'on pourrait aussi moderniser nos équipements. On a parlé d'énergie, tout ça. Il y a peut-être de quoi qu'on pourrait faire de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lacroix? As-tu des équipements, toi, mon beau? Non, c'est ça. Peut-être sur une leçon à retenir qui m'a paru très particulière quand je suis rentré dans cette filière-là, il y a 3 ans en particulier, c'est il y a 80 à 100 technologies qui ne sont même pas au marché nord-américain, éprouvées, démontrées, fonctionnelles en Europe ou en Asie. Donc, quand on dit essayons de ne pas réinventer la roue, puis je reprends un concept au début que vous avez abordé, puis essayons de prendre déjà ce qui existe, puis de bâtir avec ce qui existe, technologiquement parlant. Ce qui est fascinant et un peu dérangeant, c'est qu'il s'agit de faire venir des Européens ici puis des Asiatiques ici pour nous faire constater qu'on a 5-10 ans de retard. Pour toutes sortes de raisons, cette industrie-là était une industrie conservatrice dans son choix technologique. Et elle a une raison à ça. Là. Il n'est pas juste parce qu'on n'a pas le goût d'acheter la technologie, parce qu'on était sur des cas à succès qui ont fonctionné pendant des décennies. Puis on se retrouve dans une situation où cette industrie-là se retrouve même avec un parc d'usines qui ne sont pas dans une approche de mutualisation, de fonctionnalité par verticalité des technologies, parce qu'on était sur une approche très horizontale il y a 40-50 ans. Donc, oui, la technologie, il y a comme un grand pan de mesure à prendre en vitesse, mais au-delà de ça, on est beaucoup dans la volonté, à mon avis, d'une nouvelle relève entrepreneuriale en agroalimentaire. Et elle est en train de se mettre au monde, là, tranquillement, pas vite. Puis je dis toujours, il nous reste 2 choix présentement, c'est ce que je dis à mes entreprises, soit qu'on se fait coloniser une 2e fois, ou on s'affranchit puis on rebâtit nos filières agroalimentaires avec un savoir-faire canadien et nord-américain. Fait que c'est bon. On regarde vite à... Je prends le 2e choix. Oui, je vais essayer. Oui, monsieur. Juste vous présenter. Oui. Bonjour, Sébastien Anger, agriculteur agronome. Moi, ça fait 3-4 ans que je travaille de front à mettre en œuvre une filière de production de graines de citrouille au Québec en agriculture régénérative. C'est pas un projet facile, je vous le dis tout de suite. Je commercialise entre autres avec Prana, OK? Puis là, je regarde le thème, je regarde les sujets. On a parlé beaucoup d'enjeux de filière, mais l'agriculteur, il n'est pas trop dans votre discours, un petit peu, mais on ne parle pas de sol. Décarbonisation, c'est du carbone, je pense que ça commence avec la relation avec le sol. Puis j'ai une série de questions. Ça se peut-tu que nos balises de référence sur quoi on construit notre valorisation ne sont pas les bonnes? Ça se peut-tu que le partage de valeur, on a un problème? Parce que souvent, on est dans un leadership d'extraction. On se dirige vers un leadership de relation. Mais dans le leadership d'extraction, chacun extrait la valeur un sur l'autre. Mais il n'y a pas de bidirectionnalité de valeur autour de l'agriculteur. Souvent, on est dans des axes volume-prix, mais l'agriculteur, il a un grand pouvoir de faisabilité, puis il est collé dans la relation avec du sol, principalement. Puis moi, je pense que c'est un acteur d'impact important, puis je pense qu'on le sous-estime dans son savoir-faire. Il y a plusieurs agriculteurs qui ont des pratiques de conservation des sols, mais qui demandent juste d'être supportés dans son savoir-faire, savoir-être de sa relation avec le sol. Bon, j'amène ces questionnements-là.
En fait, c'est ça. Il y a où la place de l'agriculteur dans l'équation de la solution? Permettez-moi, je vais essayer avec les panels, puis restez là au besoin pour reposer une question si ce n'était pas précis. Merci de nous amener. C'est large, hein, le spectre dans lequel on est. On nous met un peu à l'ordre, madame, messieurs, sur sans agriculteurs, pas d'agroalimentaire, de transformation, peu importe ce que c'est. On en prend bonne note. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle place on donne à l'agriculture? De tout ce qu'on a dit, on n'a pas abordé cette question-là. Dans vos chaînes de pensée à vous, l'agriculteur est où dans votre réflexion sur le positionnement de la filière? Oui, c'est bien. Écoutez, moi, je trouve que c'est fondamental, puis merci pour la question. D'entrée de jeu, j'ai dit, moi, j'aimerais qu'on parle, puis on est en train de mettre en place une UMR, une unité mixte de recherche, agriculture, agroalimentaire et changement climatique. C'est indissociable. Et quand on parle juste de la filière agroalimentaire, il nous manque le gros maillon, là. Fait que je suis totalement d'accord avec vous. Il faut absolument parler des trois. Sinon, ça ne fait pas de sens. Et c'est pas linéaire, c'est circulaire. Exactement. Absolument. Et c'est là l'intérêt. En fait, on rejoint très bien ce que vous dites. Lorsqu'on parle d'économie circulaire, on évite beaucoup d'intermédiaires. Vous allez comprendre que cette séparation entre le gain réel à la ferme versus tous les autres intermédiaires, il est disproportionné en ce moment. Je suis d'accord avec vous à 100%. Maintenant, l'économie circulaire permet l'abaissement de ce fragment-là entre l'agriculteur et les autres. Mais l'autre élément, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de bioéconomie, mais la bioéconomie est basée d'abord et avant tout sur l'ensemble des bioressources. Et le secteur agricole est extrêmement important à cause justement de tous les produits, la bioressource végétale, animale, qui n'est pas valorisée à son plein maximum en ce moment. Lorsqu'on parle surtout des pailles de maïs, pailles de soya ou peu importe, on a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, mais qui ont été arrêtés. L'autre élément, la biomasse, lorsqu'on regarde de façon générale, elle sert surtout biocarburant, bioénergie et de la méthanisation. Mais il y a des manières de mieux l'utiliser, de mieux utiliser ce matériel-là, entre autres sur les biomatériaux, les biomolécules, de plus en plus qu'on sait qu'on peut développer avec ça. Quelqu'un faisait référence à l'éthanol un peu plus tôt aujourd'hui. Mais juste pour dire que l'idée de la bioéconomie, c'est de passer d'une économie basée sur les énergies fossiles à une économie qui est dorénavant renouvelable. Et bien entendu, c'est très clair que l'agriculture n'est pas dissociée de ça. Au contraire, jamais plus l'agriculture a été aussi importante que maintenant. Je ne sais pas si ça répond à un bout de tes questions. Donne-moi une petite seconde, puis je vais laisser Nancy, puis tu vas voir. C'est bon, vas-y Nancy. C'est clair qu'en tant que productrice d'huile d'olive, je comprends ce que vous dites. Bien évidemment, je le comprends. Mais je pense qu'il faut poser la question, c'est quoi la vocation de notre agriculture? Est-ce que l'agriculture, que ce soit au Québec, que ce soit en Italie, en France ou peu importe, c'est quoi la vocation qu'on veut donner à notre agriculture? Vous, c'est quoi la vocation que vous voulez donner à votre production? Dans mon cas, avant, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère faisaient une agriculture vivrière, c'est-à-dire, elles le faisaient pour vivre. On récolte les olives, on fait de l'huile d'olive, puis on le distribue à la famille. Moi, j'ai changé cette vocation. Je ne voulais pas vivre de cette huile d'olive, mais je voulais faire du commerce. Alors, je suis rentrée dans une autre optique. Mais je pense que savoir à la base qu'est-ce qu'on veut faire avec sa production ou une production nationale, je pense que ça nous aide à nous placer. Je vais faire un commentaire. Et le dossier des protéines végétales, je trouve, est une occasion extraordinaire d'une réappropriation avec les agriculteurs, de travailler sur les cultivars, de revenir aux sources, de revenir sur l'approche régénératrice et là, de s'adresser à qu'est-ce qu'on veut en faire avec cette nouvelle réalité-là. Mais curieux d'avoir commentaires, réactions. Pour rebondir en passant, moi, quand le COVID est arrivé, c'est là que j'ai commencé le projet de la graine de citrouille, justement, parce que Purana avait des enjeux d'approvisionnement avec l'Autriche, le coût. Fait que tu vois, j'ai utilisé l'opportunité pour venir Bref. Mais tu sais, j'ai apprécié vos commentaires. C'est sûr que j'ai posé une question que je suis un profond connaisseur de ce processus-là. Là, je pourrais vous challenger beaucoup plus, mais moi, je pense qu'à mon avis, il nous manque des méthodologies de mesure. Moi, j'ai expérimenté l'agriculture biologique, j'ai quitté le bio pour le régénératif, puis je pense qu'une des voies, c'est de trouver une méthodologie où on se colle. Tu sais, quand j'ai négocié, exemple, avec Purana, de sortir du bio et d'aller au régénératif, j'ai dit à Marie-Josée, ce projet-là, c'est la citrouille qui décide.
À un moment donné, là, ça suffit la pression de perfection. Là, là. Puis à un moment donné, là, la nature, elle fonctionne d'une façon, puis il faut la respecter. T'sais. Puis je pense que la journée qu'on va bien mesurer ces processus-là, okay? Puis on va être capable de monnayer sur 3 axes de valeur. Une relation cycle du carbone, relation biodiversité, puis une cote de résilience à l'eau, puis monnayer ces valeurs carbone, aspect énergétique, biodiversité, genre, confiance consommateur, puis l'eau sur les assurances récoltes. Il y a moins. Je pense que la méthodologie de mesure peut être un grand pouvoir de changement. Puis je pense qu'il faut enlever 20 de pression sur le sol, sur la production, puis d'aller chercher. Il faut que l'agriculteur, à mon avis, aille chercher 20 de ses revenus sur des facteurs écosystémiques. Ça, je parle de ma réalité, là. Puis je pense que ça va être par le pouvoir de la mesure, puis le pouvoir de la digitalisation, puis de laisser aussi du pouvoir à l'agriculteur. Il y a du savoir-faire. Des fois, on pense que l'université va nous créer, les scientifiques vont nous créer la solution parfaite. Là. Je peux vous le dire, les agriculteurs là, sont connaissants en tabarouette. On est collés dans la réalité, mais ça prend le maillage des deux, par exemple. Ouais. Parce que, bref, j'excuse, ça donne en commentaire, non, mais bref, c'est ça. On se parle après. Merci. Merci du commentaire. D'autres questions? Mot de la fin, messieurs. Il nous reste quelques minutes pour que moi je ferme. Qu'est-ce que vous auriez le goût de dire en termes de la discussion qu'on vient d'avoir sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de notre discussion d'une heure et demie ensemble? Écoute, moi je trouve le commentaire de la fin fait tellement un beau wrap-up de tout ce que je pense au niveau agriculture, agroalimentaire, changement climatique. Là. On parle d'innovation, on parle de changer les mentalités des gens. Et revenir à la source, ceux qui connaissent. Là. Pour ça, je parlais du projet Atlas, d'un sport à la Terre, la planète Terre, mais le petit thé, la Terre nourricière. C'est exactement ça. Moi, j'adore. Moi, je trouve extrêmement intéressant qu'on fasse des activités comme celle-ci. Dans ce premier temps, ce qui est dommage, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais deuxième des choses qui est hyper importante, c'est qu'on en parle de plus en plus. Les changements climatiques sont à nos portes. Maintenant, on commence à prendre conscience, malheureusement, un trop petit nombre, de l'urgence d'agir. Et maintenant, je pense qu'on n'aura plus le choix que de faire des choix en tant que société, sensibiliser nos jeunes le plus rapidement possible. Il en va de notre avenir en tant qu'être humain, en tant qu'espèce et en tant que planète. Juste pour vous dire que si on ne le fait pas rapidement, tôt ou tard, on va en payer les conséquences. On laisse la fin là-dedans. Oui, je vais faire du pouce sur ce que Mario disait. Tout commence par la sensibilisation. C'est vraiment pas tout le monde qui est au même niveau. Je crois que c'est super important de sensibiliser les gens à l'urgence d'agir. Puis après ça, de démontrer par l'exemple, en réalisant des projets, en innovant, comme Sabin disait. Je crois que c'est vraiment, vraiment important. Mais surtout, d'agir maintenant. On en parle, mais il faut décarboner la filière. Merci. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des agriculteurs, bien évidemment, le contact direct avec la terre, des agriculteurs qui sont même à l'étranger. On a besoin des organismes qui peuvent chapeauter ça. On a besoin des entrepreneurs visionnaires. On a besoin des personnes comme Sabin. On a besoin de chercheurs. On a besoin de tout le monde parce que ce n'est pas facile. Mais si on se met ensemble, et je suis d'accord avec toi, Mario, tu vois, c'est ça, des activités comme celle d'aujourd'hui qui nous donnent la possibilité de débattre et aussi échanger avec les gens, c'est des excellentes... c'est un exercice qu'il faudrait faire plus souvent. Merci. Peut-être simplement dire, les changements climatiques vont nous amener à une réappropriation de la terre. Donc, le monde agricole, c'est eux qui ont la plus grande intelligence de leur savoir-faire. Donc, face à ce changement perpétuel et rapide et difficile à s'adapter, ça va être un tout. Je pense que merci à vous, chers panélistes, d'avoir fait cet exercice-là. Je pense que j'ai toujours un mantra de mon côté sur tout le modèle d'innovation. J'ai toujours dit un changement dans lequel on est actuellement sur l'après-COVID ou l'après ce qu'on a pu décrire, c'est innovation dans le modèle d'affaires, innovation technologique, innovation dans la gouvernance, innovation dans les ressources humaines et travailler avec l'ensemble des parties prenantes. C'est ce qui va faire qu'on va avoir une agriculture et une agroalimentaire plus sereine, efficiente, efficace, puis la population grandit sans cesse.
Donc, il faut ramener le tout à l'essence. Merci de votre attention. Merci encore à tous. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci, chers collègues.